Bonjour, bienvenue sur l'astronaut.com. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 4 problèmes que j'ai auparavant posés sur le site de mon club, le cercle d'échecs de ma maison. Et par cette vidéo, je propose à tout le monde de découvrir également les solutions un peu plus tard. Donc pour commencer, je vous présente les intitulés. Dans cette position, vous avez les blancs et vous devez mater en 2 coups. Comme vous le découvrirez, mater en 3 coups est très simple. Mater en 2 coups nécessite la découverte d'une clé qui est assez compliquée à trouver. Le second problème, le voici. Dans celui-ci, vous avez les blancs également. Vous avez un petit peu plus de matériel avec une tour contre un fou pour l'adversaire. Mais celui-ci a un pion passé très dangereux en G2 à une case de la promotion. Et donc, trouver la clé pour faire match nul ne sera pas simple. Les blancs jouent et font nul. Dans le troisième problème que voici, vous avez également les blancs. Vous avez un matériel qui est cette fois inférieur avec 2 fous contre une dame. Et ici, vous devez gagner du matériel. Donc, je vous donne mes notés. Les blancs jouent et gagnent du matériel. Et pour finir, c'était un petit peu une plaisanterie. C'est cette position assez étrange dans laquelle je vais vous demander de trouver un mat en un demi-coup. Et en fait, il existe 2 solutions. Alors, un mat en un demi-coup pour les amateurs d'échecs qui ne jouent pas en club, je vous rassure, cela ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas un terme technique, c'est une plaisanterie. Il faut essayer de comprendre le sens que ça peut avoir pour découvrir un coup. Par exemple, si on joue un coup comme dame en F1, ça fait effectivement mat, mais c'est mat en un coup. Ou roi C2, c'est mat en un coup aussi. Mais c'est pas ce qu'on cherche, on cherche mat en un demi-coup. Voilà. Donc là-dessus, je vous propose de mettre pause et de chercher les solutions des problèmes. Car maintenant, je vais donner les solutions une par une. Alors on revient tout d'abord à ce mat en un coup. Et on va découvrir que certains coups semblent bons mais ne fonctionnent pas. Par exemple dame H4, échec, qui force le roi noir à bouger. Il a la case G2 et la case G1. S'il va en G2, effectivement, on mat en 2 coups grâce à tour G6 échec et mat. Mais il a également roi G1. Et après roi G1, il y a tour G6. Mais maintenant, les noirs peuvent interposer le fou en G2. Et donc, on va avoir un mat en plus de tout ça. Alors, dans la position de départ, le coup clé qu'il faut trouver, c'est le premier coup, effectivement, qui est très difficile à trouver. Et il s'agit d'un sacrifice, tour E1. En plus, c'est un coup de repos, ça ne menace absolument rien en soi, mais ça met les noirs en zugzwang total. Alors, le zugzwang, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un principe des échecs par lequel c'est à vous de jouer, on ne peut passer son tour aux échecs, et vous ne disposez d'aucun coup qui est valable. C'est en fait même l'inverse, vous avez des coups qui détériorent votre position. Ici, si les noirs n'avaient pas à jouer, ne seraient pas mat au prochain coup. Mais comme ils doivent jouer, on va voir que le pion en F3 il est bloqué. Le roi, soit il capture la tour, soit il ne peut bouger à cause de la dame qui lui coupe complètement la colonne G. Et donc le premier essai, regardez, c'est roi prend tour. Mais maintenant, il y a dame D2, échec et mat. Donc le roi est auto-bloqué par son coup sur la case F1, qui est normalement sa case de secours contre un tel échec. Et donc il est échec et mat. À la place, on peut aussi essayer de bouger le fou. Mais par exemple, si on met le fou en H3, et bien maintenant ça a ouvert la ligne de la tour, qui peut se coordonner avec la dame pour jouer dame G1, échec et mat. Donc ça, c'est valable sur n'importe quel coup de fou, excepté fou G2 qu'on va voir maintenant. Et sur fou G2, c'est une troisième image de mat qui apparaît, avec dame H4, échec et mat. Et on voit que les 2 cases de sortie de secours du roi, F3 et G2, sont occupées par ces pièces. Donc c'est un mat en 2 coups, mais vraiment compliqué à voir. Bravo à ceux qui l'auront découvert. Le deuxième problème, donc c'était le problème de match nul avec les blancs. Et donc il va falloir essayer de résoudre le problème de ce pion en G2 qui est très 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 dangereux et qui menace de s'avancer en G1 pour être promu. Et en fait, on ne peut l'arrêter. C'est la première évidence qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun coup pour réussir à faire contourner la tour assez tôt à ce fou qui gêne, qui empêche tour D1. Et donc il va falloir essayer de trouver autre chose, et ici ce sera un pat. Donc on commence par faire un coup d'échec, tour F5 échec, qui force les noirs à une décision, où est-ce qu'ils vont mettre leur roi, sur la colonne E ou sur la colonne G. Alors ici, je pense que le meilleur choix en pratique, ce serait de jouer roi G7. Et maintenant, les blancs vont jouer roi H3, attaquant le pion, et forçant quelque peu la promotion du pion. Si on ne promeut pas maintenant, en fait, le pion est capturé. Et ici, on ne peut jouer G1 dame échec, G1 dame, pardon, puisque les blancs ont maintenant
remplit toutes les conditions pour mettre leur roi patte. Après, tour G5 échec, qui fait fourchette entre le roi noir et la dame noire, et force à la capture. Les noirs peuvent prendre de deux façons différentes, avec le fou ou avec la dame, et dans les deux cas, le roi blanc en H1, en H3 pardon, est bloqué. Par exemple, donc dame prend G5, et on voit que le pion H2 bloque le roi sur la seule case qu'il avait en H2. Et si on prend du fou, et bien c'est la même chose, hein, la dame est juste là pour occuper la colonne G, le fou prend la case H4. Voilà, donc en fait dans cette position, le mieux pour les noirs est de jouer G1 tour. Mais après G1 tour, en fait, il faut savoir que le matériel tour contre tour plus fou est théoriquement nul, même si c'est très difficile à défendre. C'est une défense, c'est une position théorique, mis à part le fait que dans cette position-ci, le roi blanc est très mal placé, puisqu'il est déjà coupé du reste de l'échiquier par la tour en G1, et donc les noirs peuvent encore espérer quelque chose, mais il y a tour F2 attaquant le fou, et en fait c'est une double menace, puisqu'à la fois on menace de capturer ce fou, et on menace en même temps d'échanger la tour par tour G2 échec, avec encore une fois une touche. Donc si les noirs n'ont pas le choix, s'ils veulent continuer le combat, ils sont obligés de jouer tour D1, hein, puisque comme vous voyez, si on joue par exemple fou E3, il y a tour G2 échec, et après l'échange des tours, les noirs n'ont plus le matériel suffisant pour combattre. Et donc après tour F2, on est obligé de jouer tour D1, et maintenant on peut libérer le roi, hein, qui va maintenant pouvoir monter par exemple en G4, et même si les blancs finissent par perdre leur pion un jour, la finale est théoriquement nulle. Donc ça, je pense que c'est la meilleure suite en pratique. Maintenant, sur roi E7, si le roi part de l'autre côté, alors il faut savoir que les cases sur la 8e rangée ne changent rien, hein, mais le roi a intérêt à monter pour échec aux échecs de toute façon. Et bien ici, les blancs vont jouer tour E5 échec, et quand le roi bouge, hein, où qu'il aille d'ailleurs, on peut aller en F6, les blancs vont jouer tour E1, menaçant simplement d'aller capturer le pion avec tour G1, ou de se sacrifier contre lui. Ce qui oblige les noirs à capturer immédiatement pour essayer de gagner. Roi H3. Et maintenant, on ne peut faire dame avec le pion, puisque sur G1 dame, c'est tout de suite patte, puisque le fou capture la case H4 au roi, tandis que la dame lui prend les trois autres sur la colonne G, comme on le voit ici. Donc, à la place, dans cette position, les noirs n'ont qu'une seule chance pour essayer de gagner. Faire une tour ne suffit pas, hein, ce sera encore pas, puisque le fou contrôle toujours H4. Donc, on est obligé de faire une promotion en cavalier. Je précise également qu'une finale avec deux fous, si les noirs essaient de le promouvoir en fou, ne gagnent pas parce que ce seront deux fous de case noire et il n'y a rien pour s'attaquer aux cases blanches. Donc on est obligé de jouer G1 cavalier. Et maintenant il y a roi G2, capturant déjà deux cases du cavalier en H3 et F3, forçant donc cavalier E2. Et maintenant il y a roi F1, il n'y a plus rien à faire contre la capture d'une des deux pièces, alors que les deux pièces sont nécessaires pour pouvoir réaliser le mat avec le cavalier. Voilà, donc cette position est effectivement une partie nulle sur le meilleur jeu pour les deux. On va passer maintenant au troisième problème qui était d'un niveau bien supérieur. Cette position, très difficile à trouver, hein, donc il ne faut pas se décourager, hein, l'idée c'est de chercher des belles idées, justement, de chercher des nouveaux réseaux de maths, des nouvelles combinaisons. Ici d'ailleurs on va voir que le problème des noirs, c'est leur roi, qui est bloqué sur case blanche par ce fou. Le petit pion en D3 aussi sa fonction puisqu'il garde la case C4. Et les cases noires sont bien gardées par le fou et le pion B4. Il ne reste que peu de choses pour essayer de mater ce roi, et notamment l'essai principal, ce sera de jouer avec le pion A et d'essayer de le mettre en A4 pour faire échec. Alors si on le fait tout de suite, ça ne fonctionne pas, hein, puisque par exemple si on joue A4 échec, le roi prend, et si on joue roi B2, c'est trop tard, puisque maintenant il y a F5 échec, et après roi A2, les noirs donc apparaît une menace, hein, tout simplement, c'est fou C6 qui ferait échec et mat, et donc ils peuvent jouer par exemple dame C3, qui contrôle parfaitement la case C6, et menace même maintenant le roi blanc de subir une attaque avec cette dame qui est très très forte en C3 et le roi qui est placé pour s'infiltrer. Donc ça, ce serait un carnage. À la place de ça, en fait, le bon coup, c'est roi V2. Roi V2 qui menace deux choses, en fait. Donc je vous laisse essayer de deviner. Alors la première, c'est simplement roi V3. Et une fois que le roi est en V3, la case A4 est gardée et donc on va pouvoir jouer A4 échec et mat. Et la deuxième chose, pardon, je vais remettre roi B2. La deuxième menace, c'est tout simplement de jouer A4 tout de suite. Et après roi prend A4 qui est forcé, on va pouvoir jouer fou T6, échec et mat.
Ces coups ne laissent aucune chance aux noirs, ils sont obligés de jouer F5 dès le seul coup. Faisant échec au roi blanc et laissant la dame essayer d'intervenir dans la partie, puisqu'avant ce coup elle était un petit peu hors jeu en G7. Maintenant le roi vient en B3, qui est la case qu'il espérait avoir, et il faut parer la menace A4 échec et mat. Et donc il n'y a qu'un seul coup, c'est dame A1. Maintenant sur A4, c'est tout simple, on peut prendre de la dame. Et on va voir que ça devient difficile pour les blancs de progresser, puisque le fou ne peut quitter cette diagonale, le fou ici est bloqué à la protection de ce pion, parce que les noirs ont même maintenant des menaces graves, dame D1 échec notamment, qui menace de capturer le pion D3 si le roi reste en A3 pour continuer le réseau de mat. Et après la perte de ce pion, en fait le fou en F3 est perdu également. Et ici en fait il faut connaître un thème qui est le thème de la domination aux échecs, et qui consiste à prendre une pièce puissante et à réussir à la contrôler, pas forcément la capturer, mais au moins à l'empêcher d'agir avec des pièces souvent moins fortes. Et ici, effectivement, avec deux fous, on est en position de faiblesse face à la dame, mais vous allez voir qu'il y a moyen de la rendre complètement inefficace, avec le coup très difficile à trouver A4 échecs, qui est une position de mat, et qui force donc les noirs à prendre de la dame. Ça paraît difficile à trouver, parce qu'en fait, on donne notre seul atout pour essayer de mater, le pion A. Et en fait, le truc à voir, c'est qu'après roi B2, la dame n'a plus aucune case. Toutes les cases de la colonne A sont contrôlées par le roi, les cases de la diagonale sont partiellement contrôlées par celui-ci également, tandis que D1 est contrôlé par le fou. Et donc, à la fois le roi et à la fois la dame noire sont en position de patte, et donc si les noirs n'avaient pas ce petit coup qu'ils vont jouer dans la partie F6, ils seraient déjà obligés de donner la dame au prochain coup, peut-être avec dame prend fou ou quelque chose comme ça, mais ils seraient perdants parce qu'il va faire un fou de plus pour les blancs. Et ici les noirs n'ont donc qu'un seul coup, c'est F6, et on va voir que c'est presque les blancs qui sont en jeu de vente, puisque aucune des pièces de l'aile dame ne peut bouger sans laisser une case au roi ou à la dame noire. Et le fou en F3, qui est la dernière pièce de l'aile roi qui pourrait bouger, a une double fonction. Il doit à la fois contrôler C6 pour empêcher le roi de bouger, et à la fois empêcher la dame de venir en D1. Et donc, les blancs semblent être en jusant, mais il fallait voir la deuxième idée. Et il y a un seul coup pour gagner, c'est fou H5, qui libère donc le roi. Maintenant, c'est même le seul coup des noirs qui ne perdent pas la dame. Et après roi C6, la conclusion finale du problème, c'est une enfilade avec fou E8, qui capture finalement la dame contre rien. Voilà, donc c'est pour ça qu'un peu plus tôt, les noirs avaient peut-être intérêt à sacrifier leur dame contre le fou, s'ils avaient vu battu. En tout cas, les blancs sont complètement gagnants avec un magnifique problème de domination. Ensuite, on en vient au problème qui est une plaisanterie, l'analyse rétrograde. Et donc le problème de mat en un demi-coup. Et il y a donc deux solutions ici. La première, c'est il faut déjà découvrir le sens de l'expression mat en un demi-coup. Et en fait, en creusant un peu, on peut se rendre compte qu'un demi-coup, ça vient forcément d'un coup qui est faisable en deux mouvements. Et aux échecs, il n'y a que trois coups qui sont faisables en deux mouvements. La prise en passant, puisqu'on bouge un pion, puis on capture, et il faut rebouger la main pour prendre le pion adverse sur une autre case. Le roc, dans lequel on bouge d'abord le roi, puis la tour. Et la promotion, dans laquelle on avance d'abord un pion et on le retire de l'échiquier. Puis on place une autre pièce à la place de ce pion sur la case de promotion. Donc c'est forcément un de ces trois coups. Et ici on peut voir que le roi en C1 est en position d'avoir déjà fait la moitié d'un roc. Et donc la solution du problème pourrait être de le terminer avec tour D1, échec et mat. Voilà pour la première solution à ce problème de mat en un demi-coup. Et la seconde, il faut voir tout simplement ces deux pions-là. Et on peut imaginer que le pion en D6 vient en fait de C5 par exemple, et qu'il aurait capturé le pion noir, qui sera avancé de 2 cases en D5, en faisant une prise en passant. Et donc il se retrouverait en D6. Il n'y aurait plus qu'à retirer le pion noir de la case D5, et effectivement ça fait échec et mat. Voilà, donc les deux solutions, c'est tour D1, ou retirer le pion D5 sur une prise en passant. Maintenant, pour les gens les plus acharnés, il y avait donc une enquête à réaliser, puisque sur ces deux solutions, une seule n'est réalisable en fait. Une seule est réalisable, puisque l'autre viendrait d'une position illégale. Alors, comment raisonner? Il faut partir du principe qu'une des deux solutions est vraie et prouver que c'est en fait impossible. Alors, je vous propose d'étudier la prise en passant.
Et donc s'il y a une prise en passant, on peut en déduire que le pion blanc a été au coup d'avant soit en C5 soit en E5, ce qui ne change pas grand chose comme vous allez le voir, et surtout que le pion noir qui est en D5 pour l'instant vient de D7, puisque pour faire une prise en passant, il faut que le pion adverse ait avancé de 2 cases. Donc je vous propose de mettre la position quelques coups avant. Voilà, donc on va revenir en arrière. Donc cette position-là, en fait, c'est la position finale après la prise en passant. Et si on a eu ça, c'est forcément qu'on vient d'une position de ce type-là, où le pion noir aurait avancé de 2 cases et on capture avec le pion blanc. Et cette position-là, on va voir qu'il y a plusieurs éléments qui nous prouvent qu'elle est impossible. Le premier, c'est la situation du fou de case noire qui se trouvait sur cette case-là au départ de la partie, et qui n'a jamais pu sortir de cette case puisque les pions B2 et D2 sont encore sur leur case de départ. Donc ce fou a forcément été capturé. On apprend donc par là que le fou de case noire qui est ici, en H2, est un fou qui est issu d'une promotion de pion, donc un pion transformé. Alors on reviendra sur ce fou un peu plus tard, mais on sait déjà que c'est un pion en fait à la base. Et maintenant si on compte les pions blancs, on voit qu'il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on ajoute ce fou qui est issu d'une promotion, ça fait déjà 8 pions. Voilà un élément important. Ensuite, on va se demander quel a été le dernier coup joué par les blancs dans cette position. Parce que là, ils viennent de faire échec, et on sait que les noirs au prochain coup vont jouer le pion en D5 pour parer l'échec. Et bien en fait, ce fou en A8 ne peut venir d'une autre diagonale, puisque les cases n'existent pas, tout simplement, il serait sorti de l'échiquier. Donc, pour que le fou soit ici et fasse échec, il n'y a que deux solutions possibles. Soit ce fou est en fait un pion qui viendrait de, par exemple, A7 ou de B7 avec une capture et qui se serait transformé en fou. Et on sait déjà que c'est impossible puisqu'il y a ici le 8e pion blanc qui est un fou en H2 qui a été promu. Soit c'est possible simplement s'il y a eu un échec à la découverte, une pièce blanche masquait l'échec du fou en A8 et qu'elle a bougé. Or, les pièces qui pouvaient le faire ici sont la tour et la dame, mais elles sont bloquées par les pions en G3 et en G4. Donc c'est pas possible qu'une tour, par exemple, se trouve au coup précédent en E4 et vienne en H4, elle aurait traversé le pion G4. Donc ça, c'est impossible. En fait, il reste une seule attaque à la découverte possible, c'est que le pion en G4 est joué F prend G4. Voilà. Donc, si c'est le cas, au coup d'avant, nous avions une position de ce type-là. On peut en déduire que le pion en F3 vient de H2, qu'il a tout simplement capturé quelque chose en F3 pour après capturer quelque chose en G4. Et donc, on en conclut que le pion G3 vient, lui, de la case où il y a maintenant un fou, la case H2. Il a capturé quelque chose en G3. Mais si c'est le cas, alors ce fou en H2 n'a jamais pu venir sur cette case, puisque il aurait dû faire une sorte de petit roc avec ce fou, puisqu'il était au départ sur cette case-là, le pion, et il arrive là. Il n'a jamais pu laisser le chemin sur la diagonale D8, H2 au fou pour passer. Le fou aurait donc dû passer par la diagonale A7, G1. Or, le pion F2 n'a jamais bougé, donc le fou n'a pas pu venir via G1 en H2. Et comme il n'avait jamais pu venir par cette diagonale aussi, cette position est impossible. Comme cette position est impossible, la prise en passant n'est pas le coup qui solutionne le problème, et la seule solution qui est la vraie, c'est tour D1 pour finir le roc. Voilà, donc j'espère que cette analyse rétrograde vous a amusé. Ces problèmes étaient juste là pour vous divertir en fin d'année. Je vous souhaite donc une très bonne année 2013. À bientôt sur l'Astronaut.com.